au lycée classique d'Abidjan, avec l'avènement de la contestation estudiantine. Il faut dire que cette contestation gagne les lycées et collèges. Et puis, plus tard, dans les années 90, où mes souvenirs sont exacts, il y a la naissance de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Nous adhérons donc à ce mouvement. Mais il faut noter aussi que dans la même mouvance, il y a la restauration du multipartisme avec la légalisation de plusieurs formations politiques, dont notamment le Front populaire ivoirien. Et comme nous appartenons tous à la grande famille démocratique de gauche, eh bien, je crois que notre passage de la FESI au Front populaire ivoirien n'a été qu'un jeu d'enfant, qu'une question de bon sens et de logique. Donc après, effectivement, nos années à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire à l'université, nous marquons notre départ de la fédération en 1998, après avoir séjourné au bureau exécutif national avec des célèbres personnes, des célèbres noms. Nous sommes finalement allés dans notre formation politique parce que nous en sommes arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas véritablement changer l'ordre des choses et donc modifier la qualité de l'école ivoirienne. En d'autres termes, avoir une école démocratique si on restait sous le joug du PDCI, voilà, qui, à mon avis, était vraiment un obstacle à la démocratisation de l'école ivoirienne. Donc il fallait une alternance au niveau de la gestion de l'État et cela ne pouvait se faire qu'à travers l'adhésion dans un parti politique. C'est à partir de cet instant que nous décidons de renforcer voilà, notre engagement au Front populaire ivoirien. Et donc, à partir de 1999, voilà, nous devenons effectivement le premier secrétaire national de la jeunesse du parti, du Front populaire ivoirien en 1999. Et je crois que c'est vraiment en ce moment-là que notre militantisme devient solide, devient suivi au niveau du parti. Donc vous êtes présent à la jeunesse de ce parti au moment des élections de 2000. Ce sont des élections en fait qui se sont traduites notamment par des violences politiques, un combat politique qui a été gagné par, bon c'était pas la jeunesse du parti, mais la jeunesse de la Côte d'Ivoire contre les militaires. On n'a pas beaucoup parlé de cet épisode, mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui s'est passé? Alors comment, avec d'autres mouvements, vous avez réussi à faire flancher une jeune militaire? Oui, effectivement, il faut dire qu'on ne parle pas suffisamment assez de l'avènement de Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000, mais ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile parce que nous avions en face de nous une junte des militaires donc, qui était en armes et qui avait visiblement perdu le pouvoir par les urnes et qui voulait confisquer ce pouvoir-là par la force des armes. Voilà. Donc il fallait en appeler à la mobilisation populaire. Ce qui a été fait, je crois que le président de la République qui avait été en son temps élu, Laurent Gbagbo, a pris le courage d'appeler à la résistance populaire afin que la volonté qui a été exprimée dans les urnes soit reconfortée, traduite par la mobilisation populaire. Et je crois qu'en ce moment, la jeunesse a joué un rôle fondamental. La jeunesse a joué un rôle fondamental et je crois que nous avons fait le travail que nous devions faire, à savoir mobiliser toute la jeunesse pour que les militaires puissent reconnaître notre victoire. Ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile. Il y a eu beaucoup de meurtrissures, beaucoup de sang coulé. Ce jour du mercredi 26 octobre, c'est un jour historique. Nous avions passé la nuit après les violences, après les manifestations de la veille. Nous avions passé
la nuit au siège de la direction de campagne, avec des personnes comme Feu Émile Bogadoudou, Sangaré Aboudraman, les amis traditionnels du président de la République, M. Guy Laberty, Albert Bourgi, Simone Yves Babo, Alou Eugène, Freedom Neruda, pour me souvenir que de ceux-là. Voilà, et je vous dis qu'aux environs de 3 h du matin, des détonations effrayantes se sont fait entendre au niveau du camp militaire d'Akwedo. C'était des militaires qui s'affrontaient entre eux. C'est des militaires qui s'affrontaient et cet affrontement, ces coups de canon terribles ont duré jusqu'au petit matin. Et à 6 h 5 exactement, un char de l'armée ivoirienne a pris position devant le siège de campagne. Voilà. Et donc on était tous effrayés parce qu'on ne savait pas quelle était l'intention de ce char. Ils ont commencé à frapper la porte, nous demandant d'ouvrir. Et le camarade Alou Wangnou m'a demandé en tant que président des jeunes d'aller ouvrir le portail. Mais je vous dis que j'ai fait mes prières, ma dernière prière, parce que je m'attendais vraiment à recevoir, puisqu'on était opposé aux militaires, je m'attendais certainement à recevoir une rafale, et puis bon, ben, ça en était terminé. Mais il fallait y aller, et je suis allé. Et quand j'ai ouvert le portail, grande fut ma surprise, voilà, de m'entendre dire par le militaire qui était dans le char, nous sommes avec vous, nous sommes avec le peuple. Laurent Gbagbo a gagné les élections, et nous voulons que la volonté du peuple soit respectée. Mais en ce moment précis, nous sommes un peu disséminés dans la ville. Nous avons combattu toute la nuit les forces de Guy Robert, les bérets rouges de Bokayapi, mais nous n'avons pas réussi à maîtriser la poudrière. Et donc nous avons besoin que la population ivoirienne descende avec nous dans les rues. Et je vous dis que jusqu'à midi, nous allons régler ce problème-là. Et donc j'ai annoncé la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient dans le QG. Et puis on a aligné les quelques voitures que nous avions. Le char était devant et nous derrière. Et on a commencé la procession pour appeler à la mobilisation. Mais il faut noter que à la vue du char, la population prenait peur et rentrait chez elle. Voilà. Nous sommes arrivés jusqu'au plateau de Cuy. Et en ce moment, les militaires ont dit, bon ben, il y a un problème, il faut appeler quelqu'un qu'on connaît, une figure de proue, voilà, pour qu'à la vue de cette figure-là, les populations puissent se rallier. Et le camarade Alou Boyou, une fois de plus, m'a demandé en tant que président des jeunes de rejoindre les militaires dans le char. C'est ainsi que nous avons pris possession, nous avons pris position dans le char. Voilà, mais je voulais rappeler les propos que m'a tenu ce soldat-là qui était dans le char, je crois que c'était le sergent-chef Doudou, voilà, qui est devenu après garde de corps particulier du commandant de la garde républicaine, le général de Boblé, voilà, le commandant, le sergent Doudou, avec qui aujourd'hui encore j'ai de très bons rapports parce que ce qui s'est passé ne s'oublie pas facilement. Il m'a dit ceci, eh bien, jeune homme, cher frère, moi je suis militaire et je peux mourir à n'importe quel moment dans ce char. Il faut savoir que ce char peut être la cible de n'importe quel tireur de lance-roquettes et autres. Parce que les gens de Bokayapi sont disséminés dans la ville avec ce genre d'armes. Voilà. Donc, je préfère te dire que là où tu es en danger de mort. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Et mon honnêteté militaire me recommande de te le dire. J'ai dit, ben, qu'à cela ne tienne, il y avait déjà eu suffisamment de morts la veille. Et donc, je crois que ma vie ne vaut rien face à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ainsi que nous sommes montés dans le char. Et quand les Ivoiriens me voyaient, les jeunes me voyaient dans le char, en train de les appeler à la mobilisation, ils prenaient confiance. Et bien, ils sortaient. Ils sortaient, jusqu'à ce qu'on fasse le tour d'Abobo et que la marée devienne impressionnante. Impressionnante. Et donc, au niveau d'Abobo à Djamé, nous avons rencontré les premiers gendarmes. Un équipage de gendarmerie avec des officiers qui sont venus, qui ont discuté un peu avec l'équipage du char. Et je les ai entendus dire que non, restez tranquille. La gendarmerie va rentrer bientôt à vos côtés. Mais nous retournons à Agban. Je crois que c'est
Ces gendarmes-là devaient être aujourd'hui le lieutenant Abbaye et quelqu'un d'autre que je n'ai pas pu identifier. Je crois que ça devait être le lieutenant Abbaye. Voilà, à l'époque, le lieutenant Abbaye. Et donc, ils sont partis, mais nous avons continué notre progression. Entre-temps, nous avions demandé à nos camarades de Yopougon, eux aussi, de sonner la mobilisation et de converger toute la population vers le plateau. Et nous sommes arrivés au niveau de la casse, sur l'échangeur entre Agamé et Yopougon, et nous avons vu la population de Yopougon venir. Toute l'autoroute était bondée de monde. Yopougon était en train d'arriver sur le plateau. Et donc, ensemble, nous avons convergé vers le plateau. Et j'avoue que, arrivé au niveau de Assad, chez Hassan, au 220, chez Hassan, les gendarmes sont sortis. On a vu les gendarmes, armes au poing, se diriger vers le plateau. Et chez Hassan, justement, ils ont demandé à la population de rentrer, que c'est une affaire militaire, qu'ils allaient régler ça entre eux dans les minutes qui suivent. Mais j'ai vu la population dire, non, pas question. Nous avons commencé cette affaire, où on la termine ensemble. Vous, si vous voulez, vous rentrez, mais nous, on va la terminer. Parce qu'on ne veut pas se faire surprendre. Qu'est-ce qui prouve que si nous rentrons, il n'y aura pas un compromis entre les militaires à notre issue. Et donc, la population est donc restée et a accompagné les gendarmes jusqu'au plateau. Mais arrivé au niveau de l'immeuble de la Sogifia, là, la situation devenait infernale. Parce qu'il y avait des tireurs embusqués dans tous les immeubles. Et ils faisaient feu sur la foule. Ils faisaient feu sur la foule. Et là, je me rappelle une scène vraiment qui, jusqu'à aujourd'hui, me marque encore l'esprit. C'est celle d'un jeune qui était à mes côtés, mais qui a pris une balle sur le flanc et qui s'est vidé pratiquement de son sang. Et il a dit comme ça à ses amis qui le portaient que dites à ma maman que c'est à cause de la Côte d'Ivoire et de la victoire de Laurent Gbagbo que je meurs. Et quelques instants plus tard, il a rendu l'âme parce qu'on ne pouvait pas le soigner. Voilà. Donc, malgré les tirs, la population avançait. La population avançait. Mais aux environs de 11 heures, alors qu'on avançait difficilement, une voix traverse la foule en annonçant que le président Laurent Gbagbo part à la télévision. Là, il y a une déclaration du président Laurent Gbagbo à la télévision. Une déclaration du président Laurent Gbagbo à la télévision. En ce moment, nous faisons tous demi-tour au pas de course jusqu'à la cité policière d'Agamé pour avoir un écran téléviseur pour effectivement suivre la déclaration du président. Et effectivement, le président est en train de faire une déclaration pour appeler au calme et pour demander à, je crois, à la CNE à l'époque de rendre, d'aller jusqu'au bout du processus en rendant les résultats de l'élection présidentielle. Nous avons accueilli ce discours avec beaucoup de soulagement parce que les nombreux morts la veille au niveau de la RTI, au niveau de la Carena, les jeunes qui avaient été massacrés, au niveau du carrefour de la mort, au niveau du plateau et dans d'autres endroits encore, parce qu'on ne pouvait pas être partout sur le théâtre des opérations, tous ces morts-là, je crois qu'ils ne sont finalement pas morts de façon gratuite, puisque leur combat a porté. Et donc, Laurent Gbagbo a été désigné vainqueur de ces élections. Je crois que le décombre, au décombre final, il y a eu environ 300 morts et des milliers de blessés. Des milliers de blessés. Il y a certains même aujourd'hui encore qui traînent ces séquelles-là. Et ça a été des moments très difficiles. Ça a été des moments très difficiles. Nous avions pris des risques énormes parce qu'il n'y avait pas de barrières. Il n'y avait pas de barrières entre les militaires et la population. C'était un face-à-face épique et à mort. Voilà. Et vraiment, je salue le courage des Ivoiriens, de ces jeunes Ivoiriens qui, pleins de détermination, pleins de conviction, ont affronté les militaires armés jusqu'à ce que ceux-ci reconnaissent
enfin qu'ils ont perdu et que Guy Robert prenne son hélicoptère pour s'en aller loin du plateau. Donc voici un peu, de façon ramassée, certainement qu'il y a des... Ça fait aujourd'hui près de 12 ans, c'est pas, il y a certainement des parties qui nous échappent un peu, mais de façon ramassée, je crois que voici un peu ce qu'a été la résistance épique de la jeunesse ivoirienne, puisque ils ont voulu occuper tous les points stratégiques, voilà, tous les symboles de l'État, la RDI, la présidence de la République, la radio, c'était des endroits qu'il fallait occuper, alors qu'on savait pertinemment que ces lieux étaient tenus par les militaires. Mais nous avons foncé et je crois que la détermination a payé. Je m'incline encore une fois de plus sur la mémoire de tous ces disparus et leur mort n'a pas été vaine. On va parler vraiment de la CEI, la Commission électorale indépendante, où tu étais, donc tu étais un des commissaires, c'est ça. L'histoire a retenu la fameuse main de Dieu qui arrachait le PV, et en fait c'était un cliché qui met de côté en fait l'histoire qui a amené à ces conflits au sein de la Commission électorale indépendante. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ces conflits sont nés, comment la Commission électorale a été composée et comment les conflits sont nés pour qu'on en arrive là? Il faut dire que la CEI était le reflet des antagonismes de la crise sociopolitique que connaissait notre pays depuis 2002. Donc après Marcoussis, il y a eu plusieurs accords, dont l'accord de Pretoria, qui a dessiné un peu l'ossature de la composition de cette commission électorale indépendante. Donc les contradictions, les antagonismes se sont simplement déportés au sein de la commission. Et je peux dire que c'est justement cette composition de la CEI qui a fait qu'elle portait en elle-même les germes de son échec. Voilà. Puisque chacun y était pour malheureusement défendre sa chapelle, pour défendre ses intérêts. On n'a pas pu nous mettre à la hauteur de la tâche que la nation nous a confiée. Et donc nous nous sommes arrivés à un stade de blocage. Mais de blocage parce que, il faut le dire d'abord, cette composition n'était pas équitable. N'était pas équitable. L'opposition se taillait la part du gâteau avec un peu plus de 2/3 des membres. Voilà. Et donc, ils avaient la présidence de la commission. Donc, cela déjà biaisait la neutralité, biaisait l'équilibre au niveau de la représentativité. Voilà. Donc, ça, c'était déjà un handicap. Et je crois que dans le déroulement de ces travaux, certains commissaires centraux ont voulu donner à la CEI une vocation qu'elle n'avait pas. Parce que dans ces tests, la CEI était chargée d'organiser des élections justes, équitables, transparentes et ouvertes à tous. La CEI avait vocation d'organiser des élections équitables, transparentes, démocratiques et ouvertes à tous. Malheureusement, certaines personnes avaient un agenda caché. Certaines personnes ont voulu donc donner à la CEI une vocation qu'elle n'avait pas, à savoir travailler à faire gagner un candidat au détriment des autres. Et c'est ce qui a créé, je dirais, tous ces palabres que vous avez pu constater. Sinon, si les commissaires étaient animés d'une mission républicaine, étaient animés de bonnes intentions, s'ils s'étaient mis au-dessus de leurs considérations partisanes, s'ils avaient été à la hauteur de l'espoir que la Côte d'Ivoire avait placé en eux, voilà, pour faire un travail juste, équitable et républicain, je pense qu'on n'en serait pas là. Parce que la question de l'appartenance idéologique ou politique
ne doit pas être un handicap à l'accomplissement d'une mission d'intérêt national. Parce que nous pensons tous quelque chose. Qui que nous soyons en Côte d'Ivoire, qui que nous soyons, que vous preniez un responsable religieux, que vous preniez un membre de la société civile, nous pensons tous quelque chose. Voilà. Et donc nous avons tous une idéologie, nous avons tous des intérêts. Voilà. Mais le plus important, c'est de voir à un certain moment l'intérêt national. C'est de voir les intérêts nationaux. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a prévalu. Et dans cette commission électorale, je vous le disais tantôt, certaines personnes ont travaillé pour leur chapelle, ont travaillé à faire gagner, voilà, un candidat. Quelques exemples de Quelques exemples, vous avez pu voir le président Begré Mambé, voilà, avec certains commissaires, organiser une fraude massive, une inscription frauduleuse de près de 500 000 électeurs. Ce qui a d'ailleurs entraîné la dissolution de la CEI version Begré Mambé. Mais ces 500 000 électeurs, c'était pour faire gagner le RHDP au détriment du pouvoir. Donc voilà l'agenda caché, voilà la mission anti-républicaine que certains commissaires avaient. Et lors des délibérations, voilà. Lors des délibérations. Et donc, lors des délibérations, au premier tour, je veux dire que malgré quelques imperfections, malgré quelques ratés, malgré quelques fraudes constatées, ben, on a pu quand même aller jusqu'à son terme et on a fait les délibérations. Il y a eu un procès verbal qui a été dûment signé et chaque copie de ce procès verbal a été comme le vœu notice distribué à chaque commissaire qui en avait une copie. Et nous sommes tous venus autour du président, vous l'avez pu le constater, pour proclamer, pour que celui-ci proclame, puisque c'est le président qui proclame les résultats des élections. Et le président a proclamé, le président Youssou Bakako a proclamé les résultats, voilà, des élections. Et ces résultats ont été par la suite avalisés, entérinés par le Conseil constitutionnel, qui est le juge des élections. Au second tour, je crois que là, il y a eu beaucoup d'entraves. Il y a eu beaucoup d'entraves, il y a eu beaucoup de violations de nos tests. Voilà. Et donc le mode opératoire que nous nous sommes délibérément, fixé a été violé, mais de façon la plus flagrante par certains commissaires. Par exemple, quel est l'exemple de violation? J'en viens. Voilà. Vous savez, par exemple, pour on s'est dit, avant la proclamation des résultats, il fallait, même partiel, il fallait que tous les commissaires soient rentrés de mission. Il fallait que tous les commissaires soient rentrés de mission. Et avant de proclamer les résultats, il fallait les présenter aux représentants des candidats. Et avant de proclamer les résultats, il fallait confronter les résultats que nous avions obtenus de façon manuelle avec ceux que nous avions de façon électronique, puisque entre-temps, la CEI avait conventionné avec une entreprise SILS qui devait récolter les résultats de façon électronique. Donc c'est après la confrontation de ces deux résultats que nous devions arrêter les résultats définitifs, provisoires et bien évidemment à proclamer. Mais dès le lundi, c'est-à-dire au lendemain de la fermeture des bureaux, avant même que nous arrivions, je ne sais pas par quelle rapidité ou par quelle magie, M. Bamba Yakouba, qui était le commissaire superviseur de la région de la vallée du Bandama, je ne sais pas avec quelle rapidité il a pu finir et regagner Abidjan. Mais avant même que les autres commissaires ne soient rentrés de leur mission, dès le lundi,
déjà dans l'après-midi, il a proclamé les résultats provisoires de la diaspora, sans que les autres commissaires n'aient eu à redire quelque chose là-dessus, sans que les représentants des candidats n'aient eu accès à ces résultats-là. Mais, chose pire, il a pris sur lui la responsabilité d'invalider, d'annuler certains résultats, sans que l'ensemble de la commission n'ait eu à se prononcer. Par exemple, les résultats de la France. Ces résultats ont été invalidés par M. Bamba Yakuba. Simplement parce qu'il en est arrivé, et de façon personnelle, à la conclusion qu'il y a eu des violences intolérables à Paris. Et donc, parce qu'il y a eu des violences intolérables à Paris, l'ensemble du scrutin a été annulé dans toute la France. Nous avions trouvé cela inadmissible. Inadmissible. Et nous avons marqué notre désaccord et attiré déjà, dès cet instant, l'attention de la commission centrale sur les agissements de M. Bamba Yakuba qui pouvaient entraîner à des problèmes certains. Voilà. Et donc, je crois que lui-même, le lendemain matin, il a présenté ses excuses. Il a présenté ses excuses à la commission et nous avons continué les délibérations. Voilà. Donc, plusieurs circonscriptions avaient été validées, notamment au sud, à Beauville, les régions des Trois-Arts, au niveau d'Abidjan. Plusieurs régions avaient été validées. Mais nous sommes arrivés à des désaccords flagrants au niveau des régions du Nord, de la vallée du Bandama et du Nord. Parce qu'effectivement, les rapports que nous avions de là-bas étaient très très effrayants et les violences qui avaient eu lieu étaient de nature à trahir la sincérité du scrutin, étaient de nature à entraver l'équité du scrutin, étaient de nature à rendre crédibles les élections qui s'étaient passées là-bas. Et donc il y avait des rapports des observateurs de la CEDEAO, même de certains membres, certains membres des observateurs de l'Union européenne nous ont fait certaines confidences. Oui, sur les violences intolérables qui ont eu lieu au Nord. Voilà. Certains observateurs ont dû être exfiltrés par les militaires de l'ONUCI. D'autres, je crois, ont été exfiltrés par un aviateur privé et qui allait les chercher. C'était un Français, j'oublie un peu son nom, mais qui allait chercher des observateurs qui étaient en danger. Et on a reçu des rapports, on a vu des images montrant des personnes violentées, violées et même tuées lors du scrutin. Et donc, nous avons dit que ces élections-là n'étaient pas susceptibles d'être prises en compte eu égard à ces violences-là. Et nous avions été confortés dans notre position, d'autant plus que déjà la veille, Bamba Yakuba avait invalidé le scrutin de France, parce qu'il y a eu des violences à Paris. Mais les violences qu'il y avait eu dans le nord du pays étaient 10 fois plus importantes, étaient de loin plus dramatiques que celles qu'il y avait eu en France. Et donc, si on voulait continuer dans sa logique, je crois qu'il n'y avait pas de raison qu'on puisse valider ce scrutin-là. Et donc, il y a eu un blocage à ce niveau, alors que le mode opératoire exige qu'il y ait un minimum de consensus avant que les résultats ne soient validés. Et donc, à ce niveau, on n'a pas pu nous entendre. Lorsque le mardi soir, alors qu'il y avait, je crois, un moment de repos,
voilà, un moment de répit, nous apprenons que la commission électorale indépendante, par certaines indications, s'apprête à proclamer les résultats. Nous avons été surpris d'apprendre que la commission électorale s'apprêtait à proclamer les résultats. Mais quel résultat la commission électorale s'apprête à proclamer? Puisqu'il y a des régions qui ont été validées et il y en a qui ont fait l'objet de dissensions graves. Donc, j'ai personnellement interrogé les membres de la commission électorale, notamment le vice-président Amadou Soumoro, s'il était au courant. Il a marqué son étonnement. Il a dit qu'il n'était pas au courant. M. Auguste Mirmont, qui était le secrétaire permanent, qui a marqué son étonnement, qui a dit qu'il n'était pas au courant. L'ensemble des commissaires ont marqué leur étonnement. En ce moment précis, M. Tokpa, qui est aussi un autre commissaire, a demandé qu'on aille donc demander à M. Bamba Yakouba de venir pour que la commission centrale puisse vérifier la fiabilité des résultats qui s'apprêtent à publier avant qu'il ne le fasse. Et comme personne ne semblait être motivé à aller lui porter la nouvelle, nous avons décidé, M. Tokpa Grilly et moi, le commissaire Tokpa et moi, d'aller lui porter la nouvelle. Et grande fut notre surprise lorsque nous sommes arrivés de voir que tout le dispositif médiatique était en place pour la proclamation des résultats. C'est la RTI qui avait été appelée en dernière position, qui installait, M. Thomas Baenchi, qui installait maintenant ce micro. Ben, je crois que, et puis, ce qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé. Nous n'avons pas voulu créer des scandales. Nous sommes simplement venus demander à notre camarade Bamba Yakouba de revenir à la commission centrale pour que nous puissions vérifier ensemble les résultats qu'il avait à proclamer. Je crois que si Bamba Yakouba était animé de bonnes intentions, s'il n'avait rien à se reprocher, s'il n'y avait pas de la magouille, s'il n'y avait pas une fraude, un réseau de fraude qui était organisé au niveau de la commission électorale indépendante, M. Bamba Yakouba se serait soumis à cet exercice vraiment facile de vérification. Mais je voudrais préciser que les résultats qui s'apprêtaient à proclamer n'étaient pas les résultats de la CEI. C'était les résultats partiels, c'est-à-dire les résultats région par région, puisqu'il n'a pas la compétence de proclamer les résultats provisoires de la CEI. C'est le président Bakayoko, entouré de l'ensemble des 30 commissaires centraux, qui proclame les résultats au siège de l'institution et devant les médias de l'État. Donc les résultats qui étaient là n'étaient que des résultats partiels de certaines circonscriptions. Donc nous avons simplement demandé à notre collègue commissaire, puisque l'ensemble de la commission marquait son étonnement, de venir pour qu'ensemble on puisse vérifier ces résultats-là. Malheureusement, c'est ce qu'il a refusé. C'est ce qu'il a refusé. Et donc, visiblement, il avait quelque chose à cacher. Visiblement, il avait un objectif à atteindre. Visiblement, il avait une mission souterraine à accomplir. Visiblement, on voulait vraiment créer des palabres. Voilà. On voulait vraiment créer des palabres. Et donc, nous également, nous n'étions pas prêts à laisser cette forfaiture se faire. Nous n'étions pas prêts à laisser ce coup d'État électoral se perpétrer. Au vu et au su de tout le monde entier. Au vu et au su de toute la nation. Et nous avons décidé vraiment de créer le scandale pour que tout le monde entier se rende compte de cette forfaiture qui a lieu. Pour que tout le monde entier se rende compte de la magouille qui a lieu depuis le début au niveau de cette commission électorale. Et donc, nous avons dû interrompre cette proclamation frauduleuse, malhonnête, voilà, des résultats partiels de ces élections. Et je lui dis, certains pensent que c'est parce que Laurent Gbagbo, non. Déjà même, et puis quand nous avions les régions sur lesquelles nous étions d'accord, donnaient Laurent Gbagbo vainqueur à une majorité très très importante, au point où même il serait difficile à Ouattara de le rattraper si les choses avaient été faites selon les normes.
Donc ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo perdait les élections que cette scène a eu lieu. Cette scène a eu lieu simplement par le fait de contradictions internes à la CEI. Voilà. Aucune chapelle politique, aucun homme politique ne nous a donné quelques mots d'ordre que ce soit, ne nous a donné quelques missions que ce soit. Nous l'avons fait de nous-mêmes. Parce que effectivement, il y avait des choses vraiment intolérables qui se passaient à l'intérieur de la CEI. Il fallait véritablement que toute cette forfaiture soit dévoilée au grand jour. Et c'est ce qui a été fait. Après, par la suite, il y a eu donc la crise post-électorale qui a dégénéré en guerre. Est-ce que vous avez eu quelques confidences de personnes au sein de la CEI sur tout ce qui se Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter certaines confidences? Oui, je vous le dis. Déjà, lorsque nous sommes rentrés le lundi, M. Choi est venu pratiquement nous donner des injonctions de proclamer les résultats, alors que les commissaires n'étaient même pas encore rentrés. M. Choi nous demande de proclamer les résultats. Quel résultat veut-il que nous proclamions? Quel résultat? Mais déjà le dimanche nuit, à la fermeture des bureaux de vote, on donnait déjà Ouattara, certaines chaînes internationales donnaient déjà Ouattara vainqueur à 54%, 55% contre 45% pour Laurent Gbagbo. En définitive, ça a été ça. En définitive, ça a été ça. Donc, il y a eu cette mascarade électorale pour installer simplement un pion de la communauté internationale à la tête de la Côte d'Ivoire. Et il y a un commissaire central avec qui j'ai échangé sur les fraudes qui reconnaissent qu'il n'y a pas eu d'élection au Nord. Les commissaires centraux reconnaissent qu'il n'y a pas eu d'élection au Nord. Commissaires centraux de quel bord? Du RHDP, de la rébellion, qui reconnaissent qu'il n'y a pas eu d'élection au Nord. Puis avec certains commissaires centraux RHDP qui étaient superviseurs dans le Nord, et ils m'ont fait la confidence qu'il n'y a pas eu d'élection à proprement parler au Nord. Il n'y a pas eu d'élection à proprement parler dans le Nord. Oui, mais et qu'il ne faudrait pas que je me méprenne sur ce qui se passe. Mais on ne peut rien contre la communauté internationale. Il m'a dit ça, il dit, chers collègues, vous ne pouvez rien contre la communauté internationale. Parce que tout est déjà ficelé. Tout est déjà ficelé. Et vous ne pourrez pas résister. Vous ne pouvez rien contre les États-Unis. Vous ne pouvez encore rien contre la France. Vous ne pouvez rien contre la CEDEAO. Et je vous dis que il m'a même dit, demande au président Laurent Gbagbo de laisser tomber. Demande à Laurent Gbagbo de laisser tomber. Et certains d'entre eux m'ont encore appelé après la réunion de l'UEMOA au Mali. Il dit, on a été collègues, et je crois qu'on a tissé malgré tout certaines relations humaines. Et vraiment, je voulais te demander de dire au président de laisser tomber cette affaire. Parce que c'est terminé pour son régime. C'est terminé. Le complot contre vous est trop fort. Et nous-mêmes, là, même si on a envie de dire la vérité, on risque d'empathie. Nos vies risquent d'empathie. Ils ont fait cette confidence. Donc, ce n'était qu'une mascarade, en fait. Il n'y a pas eu d'élection. La communauté électorale voulait se donner les moyens juridiques, politiques, voilà, d'installer leur pion à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne voulaient pas simplement de Laurent Gbagbo, un souverainiste, à la tête d'un État aussi important et stratégique que la Côte d'Ivoire. La communauté internationale a encouragé cette mascarade électorale simplement pour installer un de leurs pions à la tête de la Côte d'Ivoire pour certainement mieux exploiter nos richesses, parce que cette communauté internationale ne voulait pas de Laurent Gbagbo, un souverainiste à la tête de la Côte d'Ivoire. Après ça, il y a donc eu un conflit armé. Est-ce qu'on peut avoir quelques anecdotes sur ce conflit armé, cette résistance, notamment des anecdotes vécues personnellement qui montrent l'aspect international du conflit qui se déroulait, les différentes implications?
Bon, je pense que les anecdotes les plus populaires, puisque ça c'est un peu su de tout le monde, c'est l'appui logistique que l'ONUCI apportait aux rebelles. Ils ne s'en cachaient pas du tout. On voyait les hélicoptères faire la navette entre Sébroko et Abobo, entre Sébroko et Yopougon, entre Sébroko Dabou, entre Sébroko Cocody, pour soit déposer des rebelles, pour soit déposer des armes. On les voyait le faire au vu et au su de tout le monde. Donc, je pense que ça démontre clairement le parti pris, voilà, et ce vaste complot international contre la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi le fait que le président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, lorsqu'il a demandé le recomptage des voix, j'ai été vraiment surpris, j'ai été vraiment ahuri de constater que sa réponse n'est pas venue du Côte d'Ivoire, de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce n'est pas son adversaire direct qui y a répondu en premier. Mais la réponse est venue depuis New York. C'est le secrétaire général Ban Ki-moon en personne qui a dit que le recomptage de voix allait créer un précédent grave en Côte d'Ivoire, dans l'histoire. Mais quel précédent grave? Que le recomptage des voix était inadmissible, que ça allait créer un précédent grave. J'ai été ahuri de le constater. Puisque la question était avant tout une élection ivoirienne. Donc on s'attendait à ce que M. Ouattara réponde en premier à la proposition du président, qui aurait pu éviter ce bain de sang. Le recomptage des voix. Mais c'est M. Ban Ki-moon qui y a répondu en premier. Je ne sais pas s'il est ignorant ou s'il est de mauvaise foi. Mais je crois que c'est certainement les deux. Dans tous les cas, ça ne l'arrange pas. Mais il y a eu le recomptage de voix aux États-Unis en 2004, en Floride, entre George Bush et Al Gore. Il y a eu le recomptage de voix en Haïti. Il y a eu le recomptage de voix même ici. Je peux dire même ici au Ghana. Je peux le dire. Non, même au Ghana. Non, même, il y a eu le recomptage de voix même au Ghana. Voilà. Entre Atamis et Nana Akufo-Addo pour une circonscription. Donc, ce n'était pas une solution ou bien une proposition originale. Voilà. Il y avait déjà eu des précédents similaires. Et sous la bannière même des Nations Unies. Et brusquement, pour le cas de la Côte d'Ivoire, on dit que ça va causer un problème. Et ça nous a conforté vraiment qu'on était dans un complot. Je voulais revenir un peu au panel. Les experts de l'Union africaine qui ont précédé les chefs d'État lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont commencé les interrogatoires, ils ont pu constater d'eux-mêmes que le RHDP était de mauvaise foi. Ils ont pu constater, parce que le RHDP a refusé, sinon les commissaires centraux RHDP ont refusé de venir à la rencontre. Et ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais quand la question même a échu au chef d'État, la question n'a pas été tranchée. La question n'a pas été tranchée. Le contentieux n'a pas été vidé. Oui. On a pu voir sous le perron de l'Élysée, M. Jacob Zuma dit à la face de la nation que s'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, je dis bien, s'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qui les a gagnés, qui les a remportées. Mais après ça, il y a eu un balai diplomatique extraordinaire des chefs d'État du panel à l'Élysée. On a vu le président du Tchad y aller. Je crois bien qu'il y a eu celui de la Tanzanie. Oui, qui a eu
une partie de sa dette annulée. Le président de la Tanzanie, je crois bien, qui a eu une partie de sa dette miraculeusement annulée par la France. Il y a eu le président Blaise Compaoré qui a défilé aussi à l'Élysée. Et donc, au lieu de résoudre la crise post-électorale ivoirienne, ces chefs d'État ont résolu le problème de leur pays. Ils ont résolu les problèmes de leur propre pays au détriment de la Côte d'Ivoire. Mais il ne s'agissait pas d'une question de comptabilité pour voir de quel côté penche la balance. Non. Il ne s'agissait pas d'une question de comptabilité. Il s'agissait de voir qui a gagné des élections. Et la seule façon de s'en rendre compte, puisqu'il y avait des conflits, c'était de procéder à un réexamen des bulletins de vote, des procès-verbaux des bulletins de vote, afin de savoir qui a gagné. Mais l'Afrique du Sud avait sa position, qui n'était pas loin de celle de la Mauritanie. Le Burkina Faso avait sa position, qui n'était pas loin de celle de la Tanzanie et du Tchad, pour les questions que vous savez. Et une fois de plus, l'Afrique a démontré encore là son incapacité à pouvoir résoudre cette crise. Voilà. Et la diplomatie française a triomphé et a porté Ouattara au pouvoir à travers, finalement, une guerre avec toutes les conséquences que vous avez pu constater. Donc, c'était un véritable complot international. Un véritable complot international. On a accusé de façon légère et arbitraire Gbagbo d'utiliser des armes lourdes sur ses propres populations. Mais vous avez vu, on était tous dans ce pays. On a vu les exactions du commando invisible. La presse étrangère elle-même faisait l'exaltation de ce commando, les prouesses de ce commando invisible, en parlait comme si c'était des exemples à suivre. Voilà. Mais les policiers qu'on abattait dans les canters à Abobo, à la lance-roquette, au bazooka, les soldats qu'on exterminait par des bombes, c'était des armes lourdes. C'était des armes lourdes. Donc il y avait des armes lourdes de part et d'autre. L'ONU prend une résolution et demande qu'on détruise les armes lourdes des deux camps. Et la France s'en sert pour venir bombarder la résidence du président. Voilà encore un exemple qui montre la collusion de la communauté internationale. L'ONU a pris une résolution pour la destruction des armes lourdes dans les deux camps. Mais on a prétesté la mort des femmes d'Abobo, sans même avoir mené une enquête juste, transparente et impartiale, établissant la culpabilité des forces de défense et de sécurité ivoiriennes. On les a accusés. Alors qu'il y a des vidéos qui montrent effectivement qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre dans l'assassinat de ces femmes. Et qu'il fallait encore approfondir la question. Mais sur cette base, la France a bombardé la résidence de Laurent Gbagbo, faisant plusieurs centaines de morts. J'étais dans cette résidence et j'ai vu le carnage qui a été fait. J'ai vu le carnage qui a été fait. Quelques exemples. Oui. Les exemples. Il y a les jeunes patriotes qui étaient venus en bouclier humain autour de la résidence. Mais on leur a balancé des obus depuis les hélicoptères Puma qui sont morts. Mais eux, ce ne sont pas des victimes. Ce ne sont pas des victimes. Ils sont morts par dizaines, par centaines. Le 2 jours avant la capture du président, les Français informent la résidence que des hélicoptères
vont venir exfiltrer l'ambassadeur de France. Et que ces hélicoptères ne venaient pas dans une position de belligérant. Et qu'il ne fallait pas ouvrir le feu sur ces hélicoptères. Et donc, le colonel Aouma donne des instructions à ses hommes. Effectivement, les hélicoptères arrivent. Ils passent à peine 15 minutes à la résidence de l'ambassadeur. Mais je vous assure, cher monsieur, lorsque ces hélicoptères repartaient, elles ont carnadé tous ces jeunes qui étaient là. Ils ont tiré à l'arme lourde. Dans leur repli, je ne sais pas si c'est un repli, mais lorsque les hélicoptères quittaient la résidence, mais ils sont quittés en position de belligérants. Et ils ont exterminé tous ces jeunes qui étaient là. Exterminé tous ces jeunes qui étaient là. Voilà. C'est au prix de tous ces carnages que Ouattara a été installé au pouvoir. Après que les forces licornes françaises aient capturé le président Laurent Gbagbo et l'ait remis au FRC de M. Alassane Dramane Ouattara. Il faut dire que dans la résidence aussi, à plusieurs reprises, la France a voulu obtenir la capitulation de Gbagbo. La capitulation de Gbagbo. Il y a eu toutes sortes de pressions. Mais nous avons pu constater un homme d'une grande stature, d'une grande dimension morale. J'ai vu le président Gbagbo, un homme d'une grande dimension morale, qui savait ce qu'il voulait dans son combat et qui savait ce qu'il voulait pour son pays. Et qui est resté digne jusqu'au bout, dans l'adversité. Alors même que sa vie était menacée, il est resté digne jusqu'au bout. Il n'a pas capitulé, il n'a pas voulu donner l'exemple de ses chefs qui fuient, qui quittent le bateau quand celui-ci commence à prendre l'eau de toutes parts. Il a assumé sa responsabilité jusqu'au bout. Et je crois que c'est dans son bureau de fonction, le bureau dans lequel les Ivoiriens l'ont investi, c'est dans ce bureau que les forces françaises sont venues le prendre. Il est resté digne jusqu'au bout. Et il nous disait à un certain moment où certains commençaient à être gagnés par le désespoir, que non. Il faut qu'il résiste jusqu'au bout. Parce que s'il démissionne maintenant, c'est la catastrophe pour la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'aujourd'hui, je comprends toute la signification de cette phrase. Et qu'il reste là, au prix de sa vie, pour la Côte d'Ivoire, mais surtout pour la jeunesse ivoirienne. Pour la jeunesse ivoirienne. Il reste là au prix de sa vie. Et il est resté digne jusqu'au bout. Et je voulais saluer ce monsieur. Saluer ce monsieur. Parce qu'en Afrique, j'ai pu constater qu'il y a des hommes dignes. Il y a des hommes de parole. Il y a des hommes de parole. Et il y a des hommes qui peuvent constituer des exemples pour l'avenir. Et avec des personnes de la trempe de Laurent Gbagbo, je pense qu'on ne doit pas désespérer de l'Afrique. Nous sommes dans un processus qui est irréversible. C'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre. La fin de l'exploitation de l'Afrique. Le début de notre capacité à pouvoir nous assumer notre destin, assumer nos responsabilités pour que nous puissions compter demain dans le Conseil des Nations. Et je voudrais vraiment le remercier parce que, à travers son combat, qui d'ailleurs continue, nous, à venir de l'Afrique de demain, nous avons compris la nature du combat qui nous attend. Nous avons compris la nature des responsabilités qui nous attendent. Nous avons compris la complexité des responsabilités qui nous attendent, leurs implications. Et je crois que nous sommes
beaucoup plus armés à les affronter. Donc vive Laurent Gbagbo, vive la résistance ivoirienne et vive l'Afrique.